la première chose que cela nous a révélé, c'est effectivement ce que vient de dire Patrick, c'est l'infantilisation dont a fait l'objet dont ont fait l'objet les personnes âgées dans le cadre des mesures qui étaient prises. Euh, on a reçu plus ou moins 1850 signalements sur la période étudiée, donc sur 200 jours. Environ 330 émanaient de personnes âgées et sur ces 330, 267 avaient trait uniquement à la formule interdisant ou recommandant aux personnes âgées de ne pas accueillir leurs petits-enfants, ce qui est énorme en fait. Et derrière ces signalements, c'était toujours la question de l'autonomie et qui arrivait en premier. Alors, ce que ça nous a révélé, en fait, c'est qu'il y a une dualité dans le discours sur les personnes âgées. À la fois, il y a un discours sur le senior actif, celui qui va en vacances, qui a des sports, qui a des loisirs, qui accueille ses petits-enfants, qui est dynamique. Mais en même temps, en fait, les mesures qui ont été prises à l'égard des personnes âgées de plus de 65 ans étaient plutôt protectionnistes ou évacuaient la notion de senior actif. Par exemple, le chômage temporaire a été octroyé aux personnes de moins de 65 ans au début de l'épidémie et seulement après, il y a eu un correctif pour intégrer les personnes qui travaillaient encore à l'âge de la pension. Notamment, on a vu arriver des recommandations en Flandre disant que les personnes qui exerçaient des activités de volontariat devaient être écartées, parfois même à l'âge de 50 ans. Donc, de nouveau, comme l'a dit Patrick, en voulant protéger les gens à partir d'un certain âge. Et donc, il y a ce discours un petit peu sur le senior actif, mais en même temps, la personne âgée qu'on protège. Et dans le fond, on n'a pas mesuré dans les décisions qui étaient prises combien on intégrait les personnes avec tous leurs droits dans ces mesures-là. Ces mesures ont été prises sur des modèles, je veux dire, de famille un petit peu modèle, c'est-à-dire deux parents, des enfants, un jardin, alors que la quantité de personnes qui vivent en institution, qui vivent isolées, seuls, loin de leurs enfants, est énorme en fait. Et donc, ces gens-là se sont sentis un petit peu mis à part. Ils ne pouvaient pas aller faire leurs courses accompagnés, ils devaient rentrer seuls, ils devaient se promener mais ne pas se poser sur un banc public parce qu'on ne pouvait pas s'y arrêter. Et donc, en fait, ces personnes-là se sont retrouvées mises sur le banc, en fait, si je peux dire, des décisions qui avaient été prises. Donc, la crise révèle je dirais, une attention duale et un peu non résolue. Enfin, on se questionne encore sur la manière dont on peut encore intégrer les personnes âgées dans les décisions qui sont prises aujourd'hui dans notre pays. Donc, pour moi, ce que cette crise a vraiment exposé, c'est l'agisme structurel et institutionnel qui existe dans notre société. Donc, c'est quelque chose qui, bien sûr, n'est pas un symptôme de cette crise sanitaire, mais c'est juste une manière qui est quelque chose qui existe déjà, que nous, en tant qu'organisation qui travaille dans le domaine, on connaissait déjà, mais ça a été vraiment prononcé, plus visible pendant cette crise. Donc, on l'a vu, comme je disais, dans la manière où les personnes âgées ont été complètement déprioritisées ou même refusé l'accès aux soins urgents, aux soins intensifs pendant cette crise, dans la manière où on parlait des personnes âgées pendant cette crise, seulement comme une population vulnérable, fragile, comme s'il a besoin d'être protégée, sans reconnaître toutes les contributions que les personnes âgées font dans leur société, y compris pendant cette crise où il y a pas mal de retraités, surtout dans les domaines, disons, nécessaires, y compris les professionnels de santé, qui ont rentré au boulot pour aider pendant cette crise. Donc, on a oublié vraiment ça, complètement stigmatisant la population âgée. Et bien sûr, comme je viens de dire aussi, la manque de préparation et la manque de soutien, surtout pour les personnes âgées les plus vulnérables, ces institutions, ceux qui sont isolés, ceux qui ont besoin d'accès aux services dans leur vie quotidienne. Et l'Organisation mondiale de la santé, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé,
a dit qu'effectivement, il y a pas mal de gouvernements qui n'ont pas réagi à cette crise sanitaire avec urgence parce que justement, c'était la population âgée qui était plus affectée. Donc, disons, si c'était autre population, peut-être le public plus large ou les jeunes ou les enfants, on aurait réagi avec plus d'urgence. Mais on s'est permis d'arriver à un point où on ne pourrait pas rentrer, réagir rétroactivement, justement parce qu'on a dévalorisé les vies et les contributions des personnes. Donc, pour moi, c'est vraiment la grande leçon tirée, la grande manifestation de cette pandémie. La Covid a révélé un manque d'attention porté à nos aînés, ça je ne sais pas, parce que c'était une situation extrêmement paradoxale, selon moi, parce que d'une part, la démarche initiale de faire un confinement, c'était pour protéger les personnes à risque et donc les aînés. Et par la suite, effectivement, ça s'est installé aussi dans la protection du système de soins pour pouvoir continuer à soigner les personnes dans le besoin, ce compris les aînés. Mais je pense que ce qui a surtout changé, c'est dans la manière, ce que ça a révélé, c'est la manière dont on considère les aînés dans la société. On a mis en fait la protection des aînés et des personnes vulnérables au-dessus de tout. Donc ça, c'est apparu quand même très clairement. Et qu'en fait, cette mise en avant, cette mise en exergue de la protection a pu en fait avoir des effets délétères. En fait, pour certains aînés, a pu être pire que mieux, dans la mesure où l'isolement, qui a été quelque chose d'extrêmement important et qui l'est toujours d'ailleurs, dans cette crise, a également fait énormément de dommages. Donc c'est un rapport, entre guillemets, coût-bénéfice qu'on mettra longtemps, je pense, à essayer de comprendre. Donc l'attention portée aux aînés, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc c'est vraiment un regard qu'il est difficile encore, je pense, de comprendre. Je pense plusieurs choses, évidemment, par rapport à ça. Premièrement, mais je pense que le fait que toutes les compétences soient fragmentées par des entités fédérées, ça a été très compliqué pour gérer nos aînés. Je pense que cette pandémie, quand même, a touché beaucoup plus les personnes âgées parce qu'évidemment, ils étaient plus à risque. Je pense que ça les a beaucoup impactés. C'était, je pense, très compliqué. Et je pense que ce qu'on n'a pas beaucoup vu dans les médias, c'est cette balance que risque-bénéfice. Donc, quand on parle de santé publique, on voit toujours cette balance risque-bénéfice. Et donc, on sait très bien que quand on isole les aînés, il y a un risque psychologique et un risque de glissement important. Mais par contre, le risque de décès et d'avoir un impact sur la santé par rapport aux personnes âgées par la COVID-19 était pour moi plus élevé. Et donc, c'est pour ça, malheureusement, qu'on a dû les isoler dans les maisons de repos ou même dans leur domicile. Et malheureusement, je pense que cette crise a encore une fois révélé ce manque d'investissement pour nos aînés et nos personnes âgées depuis longtemps, et surtout dans les maisons de repos. Donc, dans les maisons de repos, il y a quand même un manque de pénurie de personnel majeur. Donc, et je pense que ça impacte directement la qualité et la sécurité des soins. Il faut savoir que là, je prends plutôt ma casquette de doctorant en santé publique, mais des études scientifiques ont démontré qu'en fonction du nombre d'infirmières présentes au chevet du patient, ça impacte la mortalité des patients. Donc, je m'explique, au plus que l'infirmière prendra en charge des patients, au plus la mortalité va augmenter. Ces études ont été faites dans les hôpitaux, mais on peut évidemment les projeter dans les maisons de repos. Et donc, pour l'instant, le nombre d'infirmières dans les maisons de repos est malheureusement insuffisant. Et ça, je pense que ça a impacté également la sécurité et la qualité des soins et surtout la propagation des infections nosocomiales. Et donc là, l'infection, c'est la COVID-19. Je vais parler d'une dernière étude quand même. C'est qu'en mai, j'ai réalisé une étude avec un collègue de l'UCL Louvain, Pierre Smits, une étude qu'on a faite sur la prévalence du burn-out chez les infirmières. On a fait ça chez 4500 infirmières francophones en Belgique. On pensait vraiment que la prévalence du burn-out allait être le plus élevée dans les services aigus, comme les soins intensifs et les urgences. Ah ben non, les infirmières qui étaient le plus à risque de faire du burn-out, c'était les infirmières dans les maisons de repos. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un stress qui a été très important dans cette première vague par rapport aux maisons de repos. Et même avant ça,
il y a quand même un épuisement professionnel qui est important chez le personnel dans les maisons de repos. Ça m'a fait pleurer au début, ça. Franchement, quand je suis arrivée dans la maison de repos, les premiers jours, pendant la première crise, et quand j'ai vu à quel point ces gens étaient malmenés, parce qu'il n'y avait pas le matériel, parce qu'il y a encore, quand moi je suis arrivée, on commençait à avoir des masques pour tout le monde, mais il n'y avait pas eu ça. On avait peu d'informations, les gens avaient peur. J'entendais des collègues. Je me disais, j'allais tant à la rencontre des personnes âgées qu'à la rencontre des collègues de la maison de repos, parce qu'il y en a qui souffraient, qui avaient peur. D'ailleurs, il y en a qui ne venaient pas, qui n'ont pas osé travailler pendant cette période-là, qui ont eu des certificats médicaux légitimes, hein, puisque voilà, ils devaient rester avec leurs enfants, etc. Mais il y avait une peur chez certains au niveau du travail. Il y avait déjà, là où j'étais, une aile consacrée aux personnes qui étaient positives, mais il n'y avait pas de test, il n'y avait rien. Donc on allait, et puis moi je rentrais ici, franchement, avec la peur au ventre parfois, parce que je ne vis pas toute seule, et donc j'avais quand même peur de transmettre. C'était un choix idéologique individuel d'être bénévole, d'avoir accepté ce bénévolat-là, et je me rendais compte que je mouillais pas mal de gens et que j'étais pas sûre que la sécurité qui m'était proposée était suffisante et personne ne pouvait amener de réponse, et certainement que les maisons de repos ont été complètement oubliées, sous-estimées, tout comme plein de métiers l'ont été à ce moment-là. On a fermé, mais on a parlé des infirmières plus, des médecins plus, très peu des aides-soignantes, très peu des éducateurs, très peu des kinés. Enfin, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont été oubliés. Et les personnes âgées, certainement, en ont fait partie. On a vite apporté une réponse restrictive dans leur visite et peu de réponses, même d'informations. Leurs seules informations étaient la TV. Je voyais les personnes, elles me demandaient, mais tiens, est-ce qu'il y a des morts ici dans la maison de repos? Et personne n'était vraiment habilité, moi même pas, à répondre à ces questions pratico-pratiques. Et donc, oui, certainement qu'elles ont été oubliées. Elles l'étaient depuis longtemps et elles l'ont été franchement pendant cette crise. Le personnel qui travaillait avec elles aussi. Et du coup, je trouve que c'était une question de survie que de minimiser un peu ce qui se passait aussi pour les personnes à l'intérieur, de dire, bon, mais nous ne tracassons pas trop, c'est une grosse grippe, on va s'en sortir, on a déjà fait nos preuves. Donc, il fallait soit minimiser, soit tricher, soit de se déprimer et ne pas aller travailler. Mais oui, ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc de me rendre compte à quel point on avait oublié ces personnes-là. Tout comme par les stagiaires, j'ai découvert qu'on avait aussi oublié les centres pour personnes handicapées adultes. J'ai des amis qui m'ont aussi envoyé des messages. Et alors, toute la frustration aussi de quand on ne les oubliait pas, on malmenait les travailleurs. Enfin, moi, j'entendais, oui, mais vous savez, on dit qu'il y a beaucoup de morts chez les personnes âgées, mais il y en a qui ne sont pas morts que du Covid, etc. Alors que sous les yeux, on avait quand même des morts tout à fait particulières. Enfin, c'est ce que me disaient les collègues qui le vivaient plus souvent que moi. Mais moi-même, je voyais une personne était bien un jour, 3 jours après, elle était dans le coma. Dire on ne les a pas empêchés d'être hospitalisés, certainement pas, mais c'était quand même, il y avait quand même quelque chose de sous-jacent à ce niveau-là qui fait que les personnes sont restées dans les maisons de repos ou dans les centres pour personnes handicapées. Et encore aujourd'hui, je suis tutrice d'une personne handicapée qui est Covid positive aujourd'hui. Il y avait un cas il y a 3 semaines, un mois, je crois. L'institution a voulu faire tester les autres bénéficiaires. On a dit non, il faut qu'il y ait au moins 2 cas. Donc, on ne teste pas. Et quand on teste maintenant, il y a 20 cas. Alors, ils ont de la chance. Il y en a qu'un qui développe des symptômes, mais c'est vraiment un coup de chance. Pour le même prix, en plus, elle a 67 ans. Ce n'est pas une personne handicapée toute jeune, quoi. Elle n'est pas la seule. Elles sont toutes dans cette tranche d'âge-là plutôt. Donc oui, il y a des oublis et il y a encore des oublis aujourd'hui. Ça veut dire que c'est plus que des oublis pour moi. Il y a des personnes qui ont été sacrifiées dans cette crise parce qu'on n'a pas assez de tests, parce qu'on ne s'est pas donné les moyens, parce qu'on n'a pas assez de personnel, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sacrifie des groupes de personnes entières, personnes âgées, personnes handicapées. Voilà, ça je crois. Ouais. Toujours par dire merci au personnel soignant des maisons de repos parce qu'ils ont dû affronter des situations très, très éprouvantes, très difficiles, avec un sentiment d'être abandonné, avec un climat très anxiogène à certains moments. Et donc, merci d'avoir tenu le coup. Ceci dit, c'est vrai que je pense que, en tout cas, dans la maison de repos que je connais,
l'angoisse était telle que le personnel, les équipes, les directions ont mis beaucoup d'énergie à établir des protocoles de manière extrêmement stricte et rigoureuse. Et donc, c'est un peu comme si ils avaient besoin d'un effort de contention pour contenir l'angoisse qu'on ne pouvait pas transformer autrement. Et donc, ces protocoles ne permettaient pas de s'adapter à des situations plus particulières, notamment avec des personnes désorientées. Et donc, à ce niveau-là, on peut dire, oui, il y a eu des négligences, voire même quelque chose de violent. Parce que, effectivement, quand le soin devient trop opérationnel, on perd le sens de sa dimension relationnelle. Et je pense que ça, c'est ce qui s'est passé. Malgré toute la bonne volonté du personnel, je pense qu'à un certain moment, il y a une démission par rapport à cette dimension relationnelle. Il y a des choses qui n'ont plus été perçues. Et il y a eu effectivement, je pense, des négligences tant au niveau du soin physique, puisque les médecins généralistes ne pouvaient plus rentrer, qu'au niveau de la dimension relationnelle du soin qui est tellement importante avec les personnes âgées. Et donc oui, il y a eu des négligences et autant le personnel s'est senti abandonné, autant les familles se sont senties abandonnées par le home, mais les personnes, les résidents se sont eux-mêmes sentis abandonnés aussi dans les relations. Et donc, tout ça a été très difficile à vivre. Et voilà. Je pense que les maisons de repos ont pu tirer une leçon de tout ça. Et durant la deuxième vague ici, ont pris conscience de l'importance de maintenir quand même du contact avec les familles et de considérer que les familles sont des alliés finalement dans le soin et pas des personnes intruses qui risquent d'apporter le virus. Et donc, si on prend les aînés dans les maisons de repos, ça a été clairement pour moi scandaleux parce que d'une part, je pense qu'ils ont été complètement infantilisés puisque l'impression que ça va donner, en tout cas de l'extérieur, c'est qu'à partir du moment où la personne âgée était dans une maison de repos, quelque part, sa voix n'était plus réellement prise en compte, comme si elle était dans une prison où il était décrété qu'elle n'était plus libre de ses mouvements, ce qui n'a en soi pas de sens. Donc, encore une fois, là, c'est le collectif qui a primé sur l'individuel. Je pense qu'il n'y a pas eu de respect à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça a été fait, si on a demandé à titre individuel à chaque pensionnaire de maison de repos ce qu'il en pensait. Je ne pense pas. Donc, ça a été dramatique. Le non-respect des aînés, ça a été aussi la privation du contact avec le monde extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Nous sommes des êtres civilisés et si on est enfermé tout seul dans sa petite chambre sans contact avec le monde, il y a de quoi dépérir. Et donc, le syndrome de glissement qui est bien connu chez les personnes âgées, à mon avis, a dû prendre toute son ampleur suite à cet isolement. En plus, quand j'entends que forcément, dans les maisons de repos, le personnel est en quantité limitée. Moi, je parlerais plutôt que c'est plutôt un manque de moyens, un manque de connaissances. Parce qu'au niveau si je prends au niveau du personnel soignant, au niveau de la formation, par exemple, des infirmières, c'est vrai qu'on sort de l'école, si on propose des formations, des qualifications, si c'est une qualification en SMUR, une qualification en chirurgie ou des choses comme ça, on voit les jeunes qui se dirigent beaucoup plus facilement vers ce type de formation. Quand on parle d'une formation et qu'on leur propose une formation en gériatrie, on voit bien souvent des écoles qui essayent d'ouvrir des sections, puis elles doivent fermer parce qu'il n'y a pas assez de monde. C'est vrai que même dans la société, je dirais en général, dès qu'on parle, si on nous demande, tiens, t'es infirmier en quoi? En gériatrie. Avec les vieux. Ça a un côté un peu plus négatif par rapport à ça. Et donc, c'est clair que la prise en charge de la personne âgée, c'est quelque chose qui
c'est la seule génération, quelque part, qu'on n'a pas connue, qu'on n'a pas vécue. Hein, on a connu l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et la personne âgée, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et si on ne se forme pas, on ne peut pas faire du bon travail. Mais à partir du moment où on prend la peine de se former, de s'informer, d'améliorer nos connaissances, à ce moment-là, il y a une attitude beaucoup plus adéquate par rapport à la personne âgée. Et je pense qu'au niveau du politique, c'est la même chose. Il y a moins d'intérêt, on s'y intéressait moins parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ici, la crise Covid, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obligé le politique quelque part à s'y intéresser parce que c'était le public ciblé par le virus. Et le fait de s'y intéresser, à ce moment-là, a permis de débloquer pas mal de choses au niveau de la prise en charge de la personne âgée et surtout à améliorer la connaissance de cette population-là et le fait qu'il était important de pouvoir en tenir compte également aussi. Hein, c'est quelque chose, moi je pense, qui est important, c'est que si on ne connaît pas, on ne sait pas gérer comme il faut. Et donc, il faut d'abord apprendre à connaître. Et puis, donc, ce n'est pas un problème, comme disait la question, d'attention. Hein, c'est vraiment un manque de moyens et de connaissances. Et les moyens sont liés à la connaissance également aussi. Si on connaît mieux, on définit mieux les moyens et on peut mieux répondre à leurs besoins aussi. Je pense qu'en maison de repos, les soignants, les résidents et la famille, tout le monde savait ce qui se passait. Les médias s'en sont rendus compte et les médias l'ont mis à jour. Mais sinon, on le savait ce qui se passait en maison de repos. Et ce dont on n'a pas du tout parlé, enfin moi, j'en ai pas entendu parler, c'est de ce qui se passe et ce qui s'est passé pour les personnes âgées qui vivent seules à domicile. Je pense qu'il y en a qui vont vraiment pas bien ou même qui sont décédés, manque de soins, puisque au début du confinement au printemps, les aides familiales, les infirmières, etc., ne pouvaient pas aller à domicile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes-là qui sont isolées? Sont peut-être tombées malades, il y en a peut-être qui ont été très mal nourris, il y en a peut-être même qui sont morts de faim ou de soif. En maison de repos, c'est arrivé c'est quelqu'un de très proche, dont la maman, on l'a emmenée aux urgences, de toute urgence, elle était hospitalisée, elle a été hospitalisée, mais elle était en institution. Tout ce qu'elle avait, c'était déshydratée, parce que le personnel n'avait pas le temps, il n'y a plus assez de personnel, ou je ne connais pas la raison, mais elle était que déshydratée. Il a suffi de la réhydrater. Elle a retrouvé sa tête, elle a retrouvé sa forme. Bon, ok, elle a presque 80 ans, mais bon. Ça l'a révélé par les médias. Mais les médias ont parfois un très bon rôle, comme celui-ci, parfois un très mauvais rôle, hein, parce que nous infliger des graphiques et des statistiques depuis plusieurs mois. Et il faut savoir que les statisticiens, c'est un métier, ça s'apprend, c'est une profession, c'est pas donné à monsieur et madame tout le monde qui est devant son écran de télé le soir à interpréter un graphique. Même si le journaliste nous dit, vous voyez la ligne rouge, la ligne verte ou la ligne bleue, ben oui, on la voit, mais ça ne veut absolument rien dire pour le commun des mortels, je ne pense pas. Comment dire, la conséquence était, elle dit, tiens, il y a des aînés. Il y a des aînés qui sont enfermés. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu rendus invisibles auparavant. Et c'est vrai que la crise les a rendus visibles dans le mauvais sens du terme, parce qu'il a révélé le manque d'attention, le manque d'écoute, le manque de personnel, le manque de formation au niveau des EHPAD. Il a révélé un certain nombre de choses. Ça les a rendus visibles. Voilà. Et donc, on s'est interrogé à ce moment, c'était un peu tard, mais je regarde ce que j'ai noté en se disant, oui, mais alors déjà, les aînés pour vous, c'est ceux qui sont en EHPAD, c'est les aînés. Bon, je peux être un aîné. Bon, d'accord. Ça a interrogé sur leurs droits,
sur leurs responsabilités qui avaient été complètement mises de côté. Ce n'étaient pas des incapables, mais vraiment, on les a, je dirais, globalement, il faudrait regarder, je ne veux pas non plus faire de comment dire, de la conversation de comptoir, mais il faudrait regarder par cas, mais on les a rendus un peu comme des incapables et incapables de décision et de se prendre en charge et d'avoir une opinion et une responsabilité dans ce qui les concernait. Et ça a révélé aussi un manque d'écoute, je dirais, pour les aînés et aussi en ce qui concerne l'encadrement et le personnel médical et paramédical. Bien sûr. On a décidé un peu trop rapidement, un peu trop brutalement la fermeture des homes. Ça me reste un peu en travers de la gorge parce que le Conseil national s'est réuni le 10 mars et la décision a été prise que le mercredi, le lendemain, l'interdiction formelle d'entrer dans ces maisons. Il aurait fallu laisser un petit peu de temps, ne plus que 24 heures pour expliquer. Moi, mon papa très âgé, ben oui, on lui avait parlé d'une maladie qui arrivait depuis l'Asie, mais on n'avait pas réalisé, peut-être un peu naïvement de notre part, que ça risquait de nous toucher si rapidement et si vite, et si profondément. Et donc, voilà, on n'a pas eu le temps d'expliquer, et donc ça, c'est compliqué. Bon, le téléphone, c'était impossible avec lui. On a écrit, bien sûr, mais c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Il aurait fallu laisser un peu de temps. Bien sûr qu'il fallait les protéger, bien sûr qu'ils sont vulnérables. La manière n'a pas été à la hauteur, me semble-t-il. On les a un peu infantilisés, on les a enfermés sans leur demander leur avis. Et je pense que ça, c'est aussi une question qui, même en dehors du Covid, est importante. En fait, ces personnes sont là et moi, quelque part, ça m'angoisse parce que, évidemment, c'est bien, on leur donne des soins. Beaucoup ne pourraient plus vivre seuls, même aller, je ne sais pas dire, moi, se laver, faire les besoins élémentaires, ils ont besoin d'une assistance. Mais malgré tout, ça les enferme et ils n'ont plus le choix de leur vie. Ici, moi, je vois, ce n'est plus ma mère, évidemment, puisqu'elle est décédée, mais je vois ma belle-mère, on ne peut même pas lui apporter dans sa maison de repos de la nourriture maintenant, parce qu'il faut que ça reste désinfecté pendant 3 jours, ce qui est foncièrement absurde. Mais il y a des espèces de règles comme ça qui sont mises. D'ailleurs, elle appelle ça son pensionnat de jeune fille. Mais c'est pour dire à quel point elle se sent dépossédée de sa liberté, de son libre arbitre et de son statut d'adulte. Et je crois que c'est grave, oui. Moi, ça me fait peur. Je me suis dit, oh non, je ne voudrais jamais vivre ça. C'est horrible, mais voilà.